Les conséquences politiques, elles sont très nombreuses. Je crois que la première conséquence, c'est le fait d'avoir vu les systèmes politiques changer complètement, au moins sur 3 ou 4 points fondamentaux. Le premier, et le plus important, c'est que la démocratie est maintenant fortement enracinée dans toute la région. Il n'y a plus le moindre risque d'aventure autoritaire ou dictatoriale. Et pas le moindre risque pour des raisons de fait, qui est que le continent est actuellement un continent démocratique, mais pour des raisons de droit aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu l'OEA a adopté une charte démocratique en 2001, je crois, à Lima, qui fait que tout pays dans lequel l'ordre démocratique serait interrompu serait immédiatement suspendu. Ce fut le cas du Honduras, lorsque en 2009 le président Zelaya a été démis de ses fonctions par un coup d'État militaire. Et le Honduras n'a réintégré que lorsqu'il a pu à nouveau avoir des élections. Ça, c'est le premier point. La conséquence immédiate de cela aussi, c'est que quand il y a démocratie, il y a paix. Et il n'y a plus de guerre entre entre pays. Les risques de guerre sont considérablement éloignés. Dans les années 90, il y eut un bref échange militaire entre l'Équateur et le Pérou, mais immédiatement c'est l'environnement des autres pays d'Amérique latine qui a pu faire cesser ce conflit frontalier. Bref, ça c'est un premier point très important, l'enracinement de la démocratie. Deuxième point, à l'intérieur des systèmes politiques eux-mêmes, les choses ont beaucoup changé. Les systèmes partisans se sont complètement transformés. On a vu apparaître des nouveaux partis, on a vu disparaître des anciens partis, on a vu émerger dans certains pays pour la première fois des partis qui avaient une surface nationale, comme par exemple le PT et le PSDB au Brésil. On a vu émerger des nouveaux partis et d'autres qui ont perdu le pouvoir. Je pense au Mexique, la naissance du PRD et l'alternance avec le PAN. On pourrait multiplier les exemples. Et la troisième chose, très très importante je crois, c'est le fait que le personnel politique, les élites politiques ont considérablement changé durant toute cette période. De nouvelles classes politiques ont émergé, beaucoup plus en phase avec les demandes de la population. Les États ont perdu considérablement de leur pouvoir d'intervenir directement dans l'économie, avec la cure d'amaigrissement qui est très très fort, qu'ils ont subi dans les années 90, les privatisations massives, l'abandon des politiques de soutien à un certain nombre de produits de première nécessité. Aujourd'hui, les États, certains continuent à avoir des ressources qui proviennent de leurs ressources naturelles, des ressources financières qui proviennent de leurs ressources naturelles. C'est ceux qui ont conservé la maîtrise des hydrocarbures, par exemple, le Venezuela, le Mexique, l'Équateur, le Chili pour le cuivre. Ça alimente le budget de l'État. Ou alors les taxes à l'exportation, en particulier agricole, l'Argentine avec le soja, etc. Mais les États ont des ressources très faibles, globalement très très faibles, y compris parce que le taux d'imposition, le taux de prélèvement obligatoire moyen en Amérique latine est très faible. Le taux moyen est de 18%. Les pays de l'OCDE, c'est 35%. Et si on dit que le taux moyen est de 18%, il faut inclure le Brésil qui, lui, est à 35%.
Ça veut dire que la plupart des pays ont des taux très faibles. Le Mexique a un taux de 9%, c'est ridicule. Donc, pas de moyen d'intervenir véritablement dans l'économie. Ce qui est en train de se construire aujourd'hui, c'est beaucoup plus des mécanismes d'incitation, d'orientation de l'investissement en fonction d'un certain nombre d'incitations d'ordre fiscal et en fonction d'incitations qui sont définies par des instruments de régulation, en particulier de régulation financière, comme l'a mis en place le Chili pour les flux d'investissement directs, financiers directs. Et s'ils repartent avant 6 mois, ils sont fortement taxés. Pour la raison essentielle qui est d'un manque de moyens. Pour construire des institutions étatiques fortes, il faut un service civil fort, il faut des fonctionnaires bien payés, bien formés, justice, administration fiscale, police, etc. Bon, pour avoir ces corps de service civil solides, comment faire si on n'a pas de ressources, si on n'a pas assez de ressources fiscales? Là est le nœud gordien de l'Amérique latine. C'est l'absence de ressources fiscales. C'était d'ailleurs l'un des thèmes que le sommet ibéro-américain qui s'est tenu à Asunción à l'automne dernier avait mis au centre de sa réflexion, le pacte fiscal nécessaire à construire en Amérique latine avec une population et des entreprises qui ne sont pas habituées à payer l'impôt. De manière, je trouve, comme je le disais tout à l'heure, très intéressante et très positive. Ce sont des élites qui sont totalement atypiques avec ce qu'il y avait autrefois. On pourrait dire, bon voilà, mais pas mal de femmes, il y en a quand même aujourd'hui. Il y a eu récemment Michelle Bachelet, il y a Dilma Rousseff, il y a Cristina Fernández de Kirchner, il y a Laura Chinchilla. Dans la conférence de l'OCDE organisée par l'OCDE et la BID, M. Moreno, secrétaire général de la BID, ou présidente de la BID, disait qu'aujourd'hui 40% de la population latino-américaine était dirigée par des femmes, ce qui est quand même un renouvellement non négligeable. Mais on a vu des journalistes comme Mesa, comme Funes au Salvador, on a vu des ouvriers bien sûr, Lula, un syndicaliste ouvrier Lula, un syndicaliste indien Evo Morales, médecin, il y a eu donc il y a eu Michelle Bachelet au Chili, il y a eu Mejía en Uruguay, un ancien évêque au Paraguay, Lugo, etc. On pourrait décliner à l'envie ce renouvellement très fort des élites politiques et c'est quelque chose qui est, je crois, fondamentalement sain. La principale menace, c'est bien évidemment celle du narcoterrorisme. C'est un cancer qui mine de l'intérieur un certain nombre d'États, ceux qui sont les plus proches du pays consommateur, c'est le Mexique et l'Amérique centrale. Mais progressivement, tous les pays d'Amérique latine sont touchés. Alors c'est un problème gravissime pour 2 raisons. La première, c'est que les narcos ont un pouvoir de corruption immense. Aucune institution étatique ne peut résister. Vous connaissez le mot du général Alvaro Obregón, qui fut un des héros de la révolution mexicaine,
il disait « Je ne connais personne qui puisse résister à un coup de canon de 500 000 pesos ». Bon, vous enlevez 500 000 pesos et vous mettez $1 million. Quel est l'individu qui peut résister à un coup de canon, c'est-à-dire avec la violence, la menace, tu acceptes l'argent ou bon. Donc c'est vraiment quelque chose de gravissime, d'autant plus grave que on est dans quelque chose qui est d'une part la drogue va vers les pays du Nord, les États-Unis et l'Europe, mais d'autre part, les armes rentrent de manière massive. Il y a vente d'armes légales aux États-Unis, et le résultat, c'est qu'on a des camions d'armes qui chaque jour franchissent la frontière vers le Mexique. Et donc on a cette violence qui se développe. Je crois que la dernière réunion de l'OEA a vu se discuter pour la première fois la question de la dépénalisation de la drogue, idée qui a été avancée par le président du Guatemala. Je crois que c'est une question qu'il va falloir aborder de front si on veut réduire le pouvoir financier des narcotrafiquants. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois, les États-Unis, et dans la bouche du président Barack Obama, ont reconnu le principe de co-responsabilité par rapport à cette question. Principe d'ailleurs que le président français Jacques Chirac avait reconnu lorsqu'il s'était rendu en visite officielle en Bolivie au début des années 2000. L'insécurité est une conséquence, c'est-à-dire que toutes les grandes réformes qui ont eu lieu dans les années 90, les grandes crises économiques qui ont eu lieu dans les années 90, ont dissous les tissus sociaux, les tissus de solidarité traditionnelle, l'urbanisation. Donc on a vu augmenter la pauvreté. La pauvreté baisse aujourd'hui, dans les années 2000, elle a baissé sensiblement dans plusieurs pays grâce aux politiques sociales mises en œuvre, en particulier. C'est le cas du Brésil, du Chili, du Venezuela, etc. Mais dans la mesure où on a des institutions faibles, des institutions étatiques faibles, justice, police, qu'on a ce pouvoir de la corruption, que l'on a cette circulation d'armes en provenance des pays du Nord, tout ça fait que, effectivement, l'insécurité devient un problème. Mais je suis convaincu que si la question de la drogue n'était pas là au milieu, il n'y aurait pas de problème d'insécurité. J'ai beaucoup vécu en Amérique latine. Par exemple, dans les années 80, j'ai passé 6 ans au Mexique. Le Mexique était bien plus pauvre qu'il ne l'est aujourd'hui. Il n'y avait pas le moindre problème d'insécurité, pas le moindre. Mais on n'avait pas cette question de la drogue. Mettre en place un service civil, créer des institutions fortes, ceci passe par des réformes fiscales qui puissent garantir à l'État les ressources nécessaires pour cette action à long terme qui consistera à créer ces institutions dont actuellement la région est en déficit. On a des pays dans lesquels il y a des institutions, en particulier police-justice solides, qui fonctionnent depuis longtemps, des petits pays comme le Costa Rica, le Chili, l'Uruguay. On a une justice qui fonctionne bien aussi en Colombie, etc. Mais il faut aller bien au-delà. Il faut arriver à construire des services civils qui soient très bien formés, qui soient
bien payés pour les mettre à l'abri de la corruption. Il faut mettre en place des législations qu'on puisse appliquer grâce à des appareils judiciaires qui soient là pour sanctionner les déviances. Bref, tout ça, il faut prendre du temps et nécessite de l'argent, de la volonté politique et de l'argent. Je le vois d'une part, de deux manières. D'une part, l'Amérique latine est de plus en plus diverse, c'est-à-dire que les chemins empruntés, les chemins nationaux empruntés par le Brésil, le Mexique, le Venezuela, l'Argentine, le Chili, le Pérou, etc., sont de plus en plus diversifiés. Il y a on pourrait presque dire que c'est de plus en plus éclaté. Et en même temps, et c'est là tout le paradoxe, jamais autant les latino-américains n'ont eu envie de se rencontrer, de discuter, d'échanger. Donc, quelque chose de très paradoxal. D'une part, les mécanismes d'intégration en soi sont assez faibles. Ceux du Mercosur n'ont jamais réussi à véritablement se développer sur le modèle européen, comme on aurait pu le croire ou l'espérer. La communauté andine des nations, le Venezuela en est sorti, et puis elle est rentrée dans maintenant des logiques de signature d'accords bilatéraux avec les États-Unis, pour le Pérou et la Colombie, avec l'Europe aussi, bref. Les chemins sont de plus en plus diversifiés, les mécanismes d'intégration interne sont de plus en plus faibles et en même temps on ne s'est jamais autant réunis et on n'a jamais eu autant le sentiment d'appartenir à la même famille.